Un geste inattendu a uni des mondes éloignés. Une petite mendiante trouve un refuge luxueux. Dans le manoir, la fille et son père malade respirent l'espoir. Le millionnaire transforme la douleur en une nouvelle histoire. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. La nuit tombait sur Paris comme un lourd manteau de nuages gris. François Dupont ajusta le rétroviseur de sa Mercedes dernier modèle, observant les gouttes de pluie qui commençaient à parsemer le pare-brise. Les embouteillages sur le périphérique l'avaient poussé à choisir un itinéraire alternatif à travers les rues moins fréquentées du 15e arrondissement. Tout en conduisant, son esprit vagabondait entre les dizaines de rendez-vous de la journée et la conversation tendue qu'il avait eue avec son père le matin même. André Dupont, patriarche de la famille et fondateur de l'empire commercial que François dirigeait maintenant, était de plus en plus affaibli. Malgré cela, il insistait pour garder le contrôle sur tout et tout le monde, en particulier sur les décisions de son fils. « Tu dois te concentrer sur ce qui est important, François. L'entreprise ne peut pas attendre », avaient été ses mots durs lorsque son fils avait mentionné la possibilité de prendre quelques jours de congé. L'homme d'affaires soupira, sentant le poids familier de la solitude qui l'accompagnait depuis des années. À 45 ans, François avait tout conquis ce que le monde considérait comme des symboles de réussite. Une fortune considérable, une reconnaissance professionnelle, une maison dans le 16e arrondissement. Mais il manquait toujours quelque chose, un vide qu'aucun compte en banque ne pouvait combler. Ses pensées furent interrompues par une vision qui le fit ralentir. À travers le rideau de pluie qui tombait maintenant plus intensément, il aperçut une petite silhouette recroquevillée contre le mur d'un immeuble abandonné. C'était une fillette. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Elle portait un t-shirt trop fin pour cette nuit froide et ses pieds nus étaient sales. François passa tout droit, mais l'image de l'enfant resta gravée dans son esprit. Quelque chose dans cette scène le dérangeait profondément. Après quelques mètres, il freina brusquement, luttant contre ses propres pensées. « Ce n'est pas mon problème », murmura-t-il pour lui-même, mais ses mains tournaient déjà le volant pour faire demi-tour. En s'approchant à nouveau, il baissa la vitre de la voiture. La fillette l'observait avec des yeux effrayés, grands et expressifs, qui semblaient emporter une histoire bien plus grande que son âge. « Salut », dit François, essayant de paraître le moins intimidant possible. « Tu vas bien? Tu as besoin d'aide ?» L'enfant ne répondit pas, se contentant de le fixer avec un mélange de peur et de méfiance. Ses petites mains serrèrent quelque chose contre sa poitrine. Cela semblait être un collier. « Il fait froid et il pleut. Tu ne devrais pas être ici toute seule, » continua-t-il, se sentant étrangement poussé à aider. « Je peux t'emmener dans un endroit sûr. » Pendant quelques secondes, seul le bruit de la pluie remplit le silence entre eux. Puis, à sa surprise, la fillette fit un petit pas dans sa direction. Son visage, bien que sale, avait des traits délicats qui provoquèrent chez François une sensation inexplicable de familiarité. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sortant de la voiture avec un parapluie. « Sophie » répondit-elle si bas qu'il put à peine l'entendre. François s'approcha lentement, tendant le parapluie pour la protéger de la pluie. « Sophie, je m'appelle François. Je vais t'emmener chez moi, où tu pourras prendre une douche chaude et manger quelque chose. Ensuite, nous pourrons chercher ta famille. D'accord ?» La fillette hésita, ses yeux parcourant la rue vide comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Finalement, elle acquiesça légèrement de la tête. Tandis qu'il ouvrait la porte de la voiture pour Sophie, François ne pouvait pas expliquer l'impulsion qui le poussait à aider une parfaite inconnue. Lui, qui avait toujours calculé chaque étape de sa vie avec une précision mathématique, agissait maintenant purement par instinct. Le trajet jusqu'à la maison fut silencieux. Dans le rétroviseur, François observait Sophie, qui restait immobile sur la banquette arrière, toujours accrochée à son collier. Ses pensées étaient un mélange confus de préoccupations. Comment expliquerait-il cela à son père? Que ferait-il d'une enfant abandonnée? Pourquoi ressentait-il ce besoin inexplicable de la protéger? En arrivant aux grilles de la maison, Sophie écarquilla les yeux devant l'imposante construction. François remarqua que ses petites mains tremblèrent légèrement. Il ne savait pas si c'était de froid ou de peur. « Ne t'inquiète pas », dit-il, essayant de paraître rassurant. « Tu es en sécurité maintenant. » François ne savait pas que cette nuit allait changer sa vie pour toujours et que la petite Sophie portait avec elle bien plus qu'un simple collier. Elle apportait le pouvoir de déterrer des secrets longtemps gardés par la famille Dupont. L'arrivée à la maison des Dupont
provoqua un véritable émoi. Marie, la gouvernante qui travaillait pour la famille depuis plus de 2 décennies, ne put cacher sa surprise en voyant François entrer par la porte principale, accompagné d'une enfant dans un état si précaire. « Pour l'amour du ciel, monsieur François, qui est cette petite fille ?» « Marie, préparez un bain chaud et sortez des vêtements propres, » ordonna-t-il, ignorant la question. « Et demandez à Rose de préparer quelque chose en cuisine. Elle doit avoir faim. » Sophie restait collée à la jambe de François, ses yeux parcourant l'environnement somptueux avec un mélange de fascination et de peur. Le hall d'entrée, avec son sol en marbre italien et ses énormes lustres en cristal, semblait tout droit sorti d'un conte de fées pour la petite fille de la rue. « Monsieur François », appela une voix grave et sereine. C'était Paul, l'infirmier particulier engagé pour s'occuper d'André. « Votre père pose des questions sur le bruit. Il a entendu des voix différentes. » François passa la main dans ses cheveux dans un geste d'inquiétude. « Comment va-t-il aujourd'hui ?»« Agité. Sa tension a un peu augmenté dans l'après-midi, mais j'ai réussi à la stabiliser. Néanmoins, je ne recommande pas... »« François !» La voix autoritaire d'André Dupont résonna dans le couloir, interrompant la conversation. « Que se passe-t-il là en bas ?» Paul lança un regard compréhensif à François. « Voulez-vous que j'essaie de le calmer ?»« Non, Paul, je dois affronter cela maintenant, » répondit François, se tournant vers Sophie. « Marie va s'occuper de toi pendant quelques minutes, d'accord ? Je vais parler à mon père et je reviens tout de suite. » La fillette serra encore plus fort son collier, mais acquiesça silencieusement. Marie la conduisit gentiment vers les escaliers, tandis que Paul observait la scène avec curiosité. Dans la chambre principale de la maison, André Dupont était assis dans son fauteuil spécial, un homme encore imposant malgré l'âge et la maladie. Ses yeux, aussi pénétrants que ceux de son fils, se fixèrent sur François dès qu'il entra dans la pièce. « Quelle est cette histoire qu'on m'a racontée? Tu as ramené une enfant de la rue chez nous? »« Papa, s'il te plaît. Elle était seule, sous la pluie. »« Que voulais-tu que je fasse? »« Ce que je voulais? Que tu utilises ta tête. Il existe des autorités pour gérer ce genre de situation. N'avons-nous pas déjà assez de problèmes ?» François sentit le sang lui monter à la tête. « Quels problèmes, papa? Ceux de l'entreprise? Ou ceux que tu crées en essayant de contrôler chaque aspect de ma vie? »« Ne sois pas insolent !» vociféra André, essayant de se lever, mais en étant empêché par un soudain vertige. « Cette maison, cette famille a une réputation à préserver. Nous ne pouvons pas simplement... » « La réputation, » interrompit François, avec de l'amertume dans la voix. « C'est toujours ça qui a compté, n'est-ce pas? L'apparence, ce que les autres vont penser. Pendant ce temps, des choses vraiment importantes se sont perdues. » Paul entra discrètement dans la chambre, alerté par l'élévation des voix. « Messieurs, excusez-moi. Monsieur André, c'est l'heure de votre médicament. » Le patriarche se laissa retomber dans son fauteuil, visiblement épuisé. « Cette conversation n'est pas terminée, François. Cette petite fille ne peut pas rester ici. » À l'étage inférieur, les bruits d'eau courante venèrent de la salle de bain des invités, où Marie aidait Sophie à prendre son bain. La gouvernante parlait doucement avec la fillette, essayant de la mettre plus à l'aise. « Quel joli collier tu as là, ma chérie » commenta Marie, remarquant que même pendant le bain, Sophie ne lâchait pas l'objet. « C'est ma maman qui me l'a donné » répondit Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Elle a dit qu'il me protégerait. » Marie sentit son cœur se serrer. « Et où est ta maman maintenant ?» Les yeux de Sophie se remplirent de larmes, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle serra le collier plus fort entre ses petits doigts. Dans le couloir, Paul organisait les médicaments d'André, quand il remarqua quelque chose d'intéressant à travers la porte entrebâillée de la salle de bain. Le collier que Sophie tenait avait un symbole qui lui était étrangement familier. Où avait-il déjà vu cet insigne auparavant? François descendit les escaliers, sentant le poids de la confrontation avec son père. Il savait que ce n'était que la première de nombreuses batailles qu'il aurait à mener. Quelque chose chez Sophie éveillait en lui un instinct protecteur qu'il ne pouvait pas expliquer, un besoin presque viscéral de l'aider. Dans la cuisine, Rose, la cuisinière, préparait une soupe chaude tout en commentant la situation inhabituelle avec les autres employés. La maison des Dupont, toujours si silencieuse et protocolaire, semblait avoir été secouée par l'arrivée de cette petite invitée. « Le patron François n'a jamais ramené personne à la maison, » murmura Rose. « Encore moins une enfant. Il y a quelque chose de différent dans son regard aujourd'hui. » Marie entra dans la cuisine avec Sophie,
maintenant propre et vêtue de vêtements empruntés à la fille de Rose. La fillette semblait être une autre personne. Ses cheveux châtain clair, maintenant lavés, encadraient un visage qui, à la surprise de tous, gardait une ressemblance remarquable avec quelqu'un qu'il connaissait très bien. Le bureau du docteur Étienne occupait tout le 10e étage d'un immeuble commercial dans le 8e arrondissement. François observait la ville à travers les grandes fenêtres, attendant que l'avocat termine un appel téléphonique. Le ciel restait gris, comme s'il reflétait l'atmosphère de mystère qui entourait les derniers événements. « Désolé pour l'attente », dit Étienne, raccrochant enfin le téléphone. Son visage habituellement serein montrait de l'inquiétude. « Nous devons être directs, François. Votre décision d'héberger cette fillette peut avoir des conséquences graves pour la famille. »« Comment ça ? Qu'est-ce qu'une enfant abandonnée a à voir avec... » »« Elle n'est pas une enfant ordinaire, » interrompit Étienne, ouvrant un dossier sur la table. « Le collier qu'elle porte appartenait à la Fondation Nouveau Matin, une organisation que votre père a créée en 1995, soi-disant pour aider les mères célibataires et les enfants défavorisés. » François sentit son estomac se retourner. Soi-disant, la fondation n'a fonctionné que pendant 3 ans. Elle a été fermée brusquement en 1998, après que certaines irrégularités aient été découvertes. Votre père a réussi à garder tout cela secret, mais maintenant, Étienne fit glisser une enveloppe sur la table. Ces photos sont arrivées à mon bureau hier soir. Les images montraient l'ancien siège de la fondation, un hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Sur l'une d'elles, la même femme que François avait vue sur la photo trouvée par Marie apparaissait à nouveau, cette fois dans un bureau, discutant de quelque chose avec André. « Qui est-elle » demanda François, sa voix trahissant l'anxiété qu'il ressentait. « Hélène Dubois, elle était la directrice exécutive de la fondation. Elle... » Étienne hésita. « Elle a eu une relation avec vous, n'est-ce pas ?» À peu près à cette époque, François eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Hélène, bien sûr. Comment ne l'avait-il pas reconnue avant ? Leur romance avait été brève, mais intense, jusqu'à ce qu'elle disparaisse soudainement sans laisser de traces. Mon père, il savait pour nous. Votre père savait tout, François. Et il a fait tout son possible pour vous séparer. Il y avait beaucoup en jeu à l'époque. L'entreprise était en pleine expansion, votre carrière commençait à décoller. Que s'est-il exactement passé à la fondation, Étienne ? L'avocat se leva, s'approchant de la fenêtre. Officiellement des problèmes administratifs, mais il y avait des rumeurs. Sur des détournements de fonds, des documents falsifiés, Hélène a menacé de tout révéler. Après cela, elle a simplement disparu. Et quel rapport cela a-t-il avec Sophie ? Regardez sa date de naissance. Étienne pointa du doigt un document sur la table. Et comparez-la avec l'époque où vous et Hélène... François sentit son sang se glacer. Les dates correspondaient parfaitement. Vous suggérez que... Il y a plus, continua Étienne, prenant une autre enveloppe. J'ai reçu un message anonyme avec ces photos. Quelqu'un menace de révéler toute l'histoire de la fondation, et cette personne est au courant pour Sophie. Dans la poche de François, le téléphone portable vibra. C'était un message de Paul. « Monsieur François, je dois vous parler urgemment de votre fille. J'ai découvert quelque chose dans les archives de votre père. Sa fille. » Ces mots frappèrent François comme un coup de poing. Soudain, tout commençait à prendre sens. La connexion inexplicable qu'il avait ressentie avec Sophie, sa ressemblance avec quelqu'un qu'il n'arrivait pas à identifier, le collier de la fondation. « Je dois y aller, » dit-il, se levant brusquement. « Mais avant, dites-moi une chose, Étienne. Vous me racontez tout cela pour m'aider ou pour protéger mon père ?» L'avocat soutint son regard. « Il y a des personnes puissantes impliquées dans cette histoire, François. Des personnes qui ne veulent pas que certains secrets soient révélés. Votre père a peut-être commis des erreurs, mais il croyait vous protéger. Me protéger. Il m'a empêché de connaître ma propre fille. Les choses ne sont pas si simples. La fondation, il se passait plus de choses là-bas que vous ne l'imaginez. Hélène a découvert quelque chose d'assez important pour... » Le téléphone d'Étienne sonna à nouveau, interrompant la conversation. Il regarda le numéro et son visage pâlit. « Je dois répondre. Mais François, faites attention. Surtout à qui vous faites confiance en ce moment. » Sur le chemin du retour, François avait du mal à se concentrer sur la circulation. Son esprit bouillonnait avec les révélations. Hélène, la fondation, Sophie. Comment son père avait-il pu cacher quelque chose comme ça pendant si longtemps? Et où était Hélène maintenant? En s'arrêtant à un feu rouge, il remarqua une voiture sombre arrêtée quelques positions derrière.
la même qu'il avait vue en quittant le bureau d'Étienne. Quelqu'un le suivait. La sensation qu'il plongeait dans quelque chose de beaucoup plus grand et dangereux qu'il ne l'imaginait commença à s'emparer de lui. À la maison, Sophie l'attendait dans le jardin, jouant avec quelques fleurs. En le voyant, elle sourit timidement. Le même sourire qu'il reconnaissait maintenant, le sourire d'Hélène. Comment avait-il pu être si aveugle? Paul attendait François dans son bureau privé de la maison, une pile de vieux documents soigneusement organisés sur la table. L'infirmier, toujours si calme et professionnel, montrait une agitation inhabituelle. « J'ai trouvé ceci dans les archives personnelles de votre père », dit-il, dès que François entra. « Ce sont des registres de la Fondation Nouveau Matin. Votre père gardait tout catalogué, chaque détail. » François prit le premier document. C'était une fiche d'employé. La photo d'Hélène le frappa comme un éclair. Elle était là, plus jeune, ses yeux verts brillants transmettant la même détermination qu'il voyait maintenant chez Sophie. « J'ai travaillé à la Fondation », révéla Paul, sa voix chargée d'émotion. « C'était mon premier emploi comme infirmier. Hélène était ma superviseure directe. Elle était enceinte à l'époque, mais peu de gens le savaient. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit avant? Votre père m'a fait promettre le silence quand il m'a engagé pour s'occuper de lui. Il a dit que c'était pour protéger la famille. » Paul hésita. Mais maintenant, en voyant Sophie, « Je ne peux plus garder ce secret. » François s'effondra dans son fauteuil, les mains tremblant légèrement en feuilletant les documents. Qu'est-il arrivé à Hélène, Paul? Pourquoi ne m'a-t-elle jamais cherché? Elle a essayé, François, des dizaines de fois, des lettres, des appels téléphoniques. Votre père interceptait tout. Quand Hélène a menacé de révéler la vérité sur la Fondation, il l'a transférée dans une filiale à l'étranger. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit à l'époque. Dans le jardin, visible par la fenêtre du bureau, Sophie jouait avec Marie. La gouvernante apprenait à la fillette à faire des couronnes de fleurs et pour la première fois depuis son arrivée, François pouvait entendre son rire cristallin. « Elle a le sourire de sa mère », commenta Paul suivant le regard de François. « Et vos yeux ?» François sentit un nœud dans la gorge. « Comment n'ai-je pas remarqué avant? Comment ai-je pu être si aveugle? Parfois, nous ne voyons pas ce qui est juste devant nos yeux, » répondit Paul, prenant un autre document. « Mais il y a plus, François. La Fondation n'était pas exactement ce qu'elle semblait être. Hélène a découvert quelque chose. Des documents qui suggéraient... » Un bruit de verre brisé à l'étage interrompit la conversation. Cela venait de la chambre d'André. « François ?» La voix du patriarche résonna dans la maison. « Viens ici maintenant !» Paul et François coururent vers la chambre. André était debout, appuyé sur sa canne, des éclats d'un cadre photo brisé à ses pieds. Sur le mur opposé, une vieille photographie de famille pendait de travers. « Tu sais déjà, n'est-ce pas ?» demanda André, sa voix plus faible que d'habitude. « À propos d'Hélène, de Sophie. Comment as-tu pu, papa? C'était ma fille. J'ai fait ce qui devait être fait. Tu étais trop jeune. Tu avais un avenir brillant devant toi. Hélène, elle n'était pas appropriée. Et quand elle a commencé à poser des questions sur la Fondation, quelles questions? Que faisait vraiment la Fondation? » André chancela, s'appuyant plus lourdement sur sa canne. « Certaines choses sont mieux laissées dans le passé, fils. »« Pas cette fois. » François s'avança vers son père. « Sophie est ma fille. J'ai le droit de connaître la vérité. » Le vieux patriarche regarda longuement son fils, comme s'il le voyait pour la première fois. « La vérité peut détruire tout ce que nous avons construit. »« Tu as déjà détruit suffisamment, » répondit François, la voix étranglée. « Où est Hélène? Que lui est-il vraiment arrivé ?» Avant qu'André ne puisse répondre, Marie apparut à la porte, essoufflée. « Monsieur François, Sophie, elle a disparu !» La panique s'empara de l'atmosphère. François courut vers le jardin, appelant Sophie. Paul organisa rapidement une recherche avec les autres employés. Ce fut Rose qui trouva le premier indice, le collier de Sophie tombé près du portail de service. À côté, un mot griffonné à la hâte. « Elle est en sécurité. Bientôt, vous saurez la vérité sur tout. » François reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle d'Hélène. De retour dans la chambre, André était assis dans son fauteuil, le visage pâle. Dans ses mains, il tenait une enveloppe jaunie. « Fils !» appela-t-il, sa voix presque un murmure. « Il y a quelque chose que je dois te dire, à propos de la Fondation, de ce qui s'est vraiment passé à cette époque. Assieds-toi. » Le patriarche prit une profonde inspiration, les mains tremblantes tendant l'enveloppe à François. « Cela a commencé bien avant que tu ne connaisses Hélène. La Fondation,
n'était qu'une façade pour quelque chose de beaucoup plus grand. François ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, il trouva de vieux documents et des photographies qui semblaient raconter une histoire très différente de celle qu'il avait toujours connue sur sa famille. La Fondation Nouveau Matin, commença André, sa voix faible mais décidée, a commencé comme un projet légitime. Ta mère, avant de nous quitter, avait toujours voulu créer quelque chose pour aider les enfants défavorisés. C'était son dernier souhait. François leva les yeux des documents, surpris. Sa mère était rarement mentionnée dans la maison depuis son départ, quand il était encore adolescent. Au début, tout fonctionnait comme prévu, continua André. Nous aidions des dizaines de familles, offrions un abri, une éducation. Mais ensuite, des personnes influentes sont apparues, avec des propositions tentantes. Nous avons transformé la Fondation en quelque chose de plus grand, de plus ambitieux. Quel genre de propositions, papa? Des hommes d'affaires, des politiciens. Tous avaient besoin d'un endroit sûr pour déplacer des ressources, faire des investissements qui ne pouvaient pas apparaître dans les livres officiels. La Fondation est devenue une façade pratique. Paul, qui restait dans la chambre pour surveiller la santé d'André, ne put contenir sa surprise. Alors c'était pour ça qu'Hélène était si perturbée les derniers jours avant d'eux. Hélène était trop intelligente pour son propre bien, interrompit André. Elle a commencé à faire des connexions, à rassembler des documents. Elle a découvert des transferts suspects, des noms importants. Quand je l'ai trouvée dans le bureau cette nuit-là, elle savait déjà tout. François sentit son cœur se serrer. Quelle nuit, papa? La nuit où elle m'a parlé de sa grossesse. Elle a dit que tu avais le droit de savoir, qu'elle dénoncerait toutes les irrégularités si j'essayais de l'en empêcher. André ferma les yeux, comme si le souvenir était trop douloureux. J'ai paniqué. Il y avait trop en jeu, des fortunes, des réputations. Qu'as-tu fait? J'ai proposé un accord. Elle recevrait une somme importante, serait transférée dans notre filiale au Portugal. En échange, elle garderait le silence et s'éloignerait de toi. François se leva brusquement, faisant tomber quelques papiers. Comment as-tu pu faire ça? C'était ma fille. Je pensais te protéger. Si le système avait été révélé, tu aurais été entraîné dans le scandale. Ta carrière, ton avenir, mon avenir. La voix de François tremblait de colère. Tu m'as volé 8 ans de ma vie avec ma fille. Et Hélène, a-t-elle accepté cet accord? Pas exactement, répondit André, sa respiration devenant plus lourde. Elle a fait semblant d'accepter, mais il s'arrêta, portant la main à sa poitrine. Paul s'approcha rapidement, vérifiant les signes vitaux du patient. Sa tension est très élevée. Nous devons le calmer. Non, protesta André. Je dois finir. François doit savoir le coffre-fort dans l'ancien siège de la Fondation. Quel coffre-fort? Papa, qu'y a-t-il dans le coffre-fort? Mais André ne put pas répondre. Ses yeux se fermèrent tandis que Paul administrait un médicament d'urgence. Il a besoin de se reposer maintenant, dit l'infirmier avec fermeté. Plus de stress peut être dangereux. François passa les mains sur son visage, essayant d'organiser ses pensées. La disparition de Sophie, les révélations sur la Fondation, le mystérieux coffre-fort, tout semblait connecté d'une certaine façon. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. La clé est dans le collier. H. Hélène. Elle était proche, observant, planifiant chaque mouvement. Le collier que Sophie portait n'était pas seulement un symbole de protection. C'était littéralement une clé pour dévoiler tout le mystère. Marie apparut à la porte, tenant un autre mot trouvé dans le jardin. « Retrouvez-moi là où tout a commencé. Apportez les documents de votre père. »« Je viens avec vous, » dit Paul déterminé. « Je connais cet endroit. Et il y a plus. Il y a quelque chose à propos d'Hélène que vous devez savoir. » François jeta un dernier regard à son père, maintenant endormi. Sur la table, parmi les documents éparpillés, une photo attira son attention. Hélène, enceinte, à côté d'un arbre identique à celui du symbole sur le collier de Sophie. Au verso, une annotation, 16e arrondissement 1998, le début de la fin. Paul, nous devons aller à l'ancien siège de la Fondation, maintenant. L'infirmier acquiesça, prenant ses clés. Je vais demander au docteur Étienne de nous rejoindre là-bas. Non. La réponse de François fut plus brusque qu'il ne l'avait voulu. Nous ne pouvons faire confiance à personne maintenant. Surtout pas à Étienne. Pendant qu'ils descendèrent les escaliers, François ne pouvait s'empêcher de penser à Sophie. Sa fille était avec Hélène, elle était en sécurité, mais pour combien de temps? Que planifiait sa mère? Et surtout, quel secret ce coffre-fort gardait-il?
L'ancien siège de la Fondation attendait, silencieux et imposant, gardant des réponses qui pourraient tout changer. François espérait seulement arriver à temps pour empêcher que le passé ne fasse payer un prix encore plus élevé à sa famille. L'hôtel particulier dans le 16e arrondissement restait imposant, malgré les années d'abandon. François et Paul se garèrent à quelques maisons de distance, observant les lieux. La nuit commençait à tomber, enveloppant la construction d'ombres mystérieuses. L'entrée du personnel était par l'arrière, chuchota Paul, guidant François par un chemin latéral. Hélène arrivait toujours par là. Elle disait qu'elle aimait voir le jardin d'abord. Le jardin, maintenant envahi par les mauvaises herbes, gardait encore des vestiges de son ancienne beauté. Un arbre centenaire se démarquait au centre, le même que sur la photographie. Là, pointa Paul. C'était son endroit préféré pour la pause déjeuner. Elle passait des heures à lire, à prendre des notes. François toucha le tronc de l'arbre, sentant sa texture sous ses doigts. Combien de fois Hélène avait-elle été là, enceinte de sa fille, pendant qu'il poursuivait sa vie sans rien savoir? La porte de service était déverrouillée, un signe clair que quelqu'un les attendait. L'intérieur de la maison sentait le moisi et les souvenirs abandonnés. Paul alluma une lampe de poche, éclairant le chemin à travers des couloirs qui semblaient garder des secrets dans chaque recoin. Le bureau principal était au premier étage, expliqua Paul. C'est là que votre père gardait les documents les plus importants. En montant les escaliers, François remarqua des traces récentes dans la poussière qui recouvrait les marches. Quelqu'un est venu ici aujourd'hui. Dans le couloir du premier étage, une porte entr'ouverte laissait échapper un rayon de lumière. François retint sa respiration, s'approchant prudemment. Le bureau était pratiquement intact, des meubles couverts de draps poussiéreux, des classeurs métalliques alignés contre le mur, un ancien bureau en acajou dominant l'espace. Sur le bureau, un objet brillait sous la faible lumière, le collier de Sophie. « Hélène est venue ici », murmura Paul, examinant l'environnement. « Mais où est le coffre-fort dont votre père a parlé ?» François commença à examiner les murs, cherchant un quelconque signe. Ses yeux s'arrêtèrent sur un tableau. Le même symbole que celui du collier était discrètement peint dans un des coins de la toile. « Aidez-moi à enlever ça », demanda-t-il. Derrière le tableau, une petite porte en acier se révéla. « Le collier !» Paul prit le bijou avec précaution. « Regardez, il y a quelque chose de gravé à l'intérieur du pendentif. » François examina l'objet. Le petit symbole circulaire s'ouvrait, révélant une minuscule clé. Ses mains tremblaient, tandis qu'il l'insérait dans la serrure du coffre-fort. L'intérieur révéla un dossier rouge et une enveloppe brune. François ouvrit d'abord l'enveloppe. Elle contenait des photographies et une clé USB ancienne. Les photos montrèrent des réunions, des personnes importantes dans des situations compromettantes, des documents échangés. « Mon Dieu !» chuchota Paul, regardant par-dessus l'épaule de François. « Celui-là, c'est l'actuel ministre de... » Un bruit au rez-de-chaussée les interrompit. Des pas montant l'escalier. « Il y a quelqu'un d'autre ici », chuchota Paul, éteignant la lampe de poche. Les pas s'approchaient lentement. François retint sa respiration, serrant les documents contre sa poitrine. La porte du bureau grinça, s'ouvrant complètement. « Je savais que tu viendrais », une voix féminine familière coupa l'obscurité. « Il t'aura fallu toutes ces années, mais tu es enfin là. » Hélène se tenait dans l'embrasure de la porte, aussi élégante que dans les souvenirs de François. Ses yeux verts, les mêmes que ceux de Sophie, brillaient d'un mélange de tristesse et de détermination. « Où est notre fille ?» demanda François, sa voix trahissant l'émotion contenue. « Sophie est en sécurité », répondit Hélène entrant dans le bureau. « Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi j'ai dû faire tout cela. » Elle alluma la lumière, révélant son visage marqué par le temps et les soucis. Dans ses mains, elle tenait une autre enveloppe. La fondation n'était que la partie émergée de l'iceberg, François. Ton père, il a bâti un empire sur des secrets et des mensonges. Et maintenant, ces secrets menacent non seulement notre famille, mais bien plus encore. Paul fit un pas en avant. « Hélène, les documents que vous avez trouvés à l'époque, ils sont tous là. » Elle leva l'enveloppe. « Y compris la vraie raison pour laquelle ton père m'a éloigné. Ce n'était pas seulement à propos de toi et de Sophie, François. C'était à propos de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui implique des personnes puissantes, qui feraient n'importe quoi pour garder leurs secrets enterrés. » François regarda le dossier rouge qu'il tenait toujours. « Qu'y a-t-il exactement là-dedans ?»« La vérité, » répondit Hélène, ses yeux se remplissant de larmes. « Sur ton père, sur la fondation, sur la raison pour laquelle j'ai dû fuir avec notre fille. Mais avant d'ouvrir ce dossier, tu dois me promettre une chose.
Quoi? Que tu nous protégeras, quoi que tu découvres, parce qu'une fois que tu sauras la vérité, il n'y aura pas de retour en arrière. Un nouveau bruit, cette fois venant du jardin, interrompit la conversation. Hélène courut jusqu'à la fenêtre. « Ils nous ont trouvés », chuchota-t-elle, son visage pâlissant. « Nous devons sortir d'ici, maintenant. »« Par ici », murmura Hélène, guidant François et Paul par un passage étroit à l'arrière du bureau. Le couloir de service, couvert de toiles d'araignée, serpentait jusqu'à un escalier secondaire. Des lumières de lampes torches dansaient à l'étage inférieur, accompagnées de voix étouffées. Hélène pressa un doigt contre ses lèvres, indiquant un silence absolu. « Le dossier », murmura-t-elle à François. « Mets-le dans ta veste. Nous ne pouvons pas le perdre. » Ils descendirent les marches avec une extrême prudence, chaque pas calculé pour éviter le moindre bruit. Paul, qui connaissait bien la maison, menait le chemin vers une porte donnant sur le jardin arrière. « Attendez », Hélène retint le bras de François. « Il y a quelque chose que tu dois savoir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Sophie, elle n'était pas perdue cette nuit-là. Je l'ai laissée là intentionnellement, sachant que tu passerais. Comment pouvais-tu savoir? Parce que je n'ai jamais cessé de t'observer, François, pendant toutes ces années. Je connaissais tes routines, tes chemins alternatifs quand il y avait des embouteillages. Je devais m'assurer que notre fille arriverait jusqu'à toi en sécurité. » Un bruit de verre brisé à l'étage supérieur interrompit la conversation. Les voix se rapprochaient. « Plus tard, » coupa Paul. « Nous devons sortir d'ici maintenant. » Le jardin était sombre, mais la lune fournissait suffisamment de lumière pour qu'ils puissent s'orienter. Hélène les conduisit jusqu'à un petit hangar à outils. « Les documents dans le dossier rouge, » commença-t-elle tout en fouillant dans un vieux tiroir, « révèlent un système bien plus vaste que de simples détournements d'argent. Ton père a découvert quelque chose, François, quelque chose qui l'a poussé à créer la fondation comme façade. Quel genre de découverte? Trafic d'influence au plus haut niveau. Politiciens, hommes d'affaires, juges, tous connectés par un système qui impliquait non seulement de l'argent, mais aussi un faisceau de lumière traversa l'obscurité, éclairant le hangar. Paul tira rapidement Hélène et François derrière une étagère. « Ils sont quelque part par ici. » Une voix masculine résonna à proximité. L'avocat a assuré qu'il viendrait. François sentit son sang se glacer. Étienne les avait trahis. Hélène prit sa main y plaçant une petite clé. « Il y a un autre coffre-fort, » chuchota-t-elle, « dans la maison de plage à Deauville. Ce que nous avons trouvé ici n'est que la moitié de l'histoire. Sophie est là-bas, elle nous attend. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Parce que je devais être sûr que tu choisirais notre fille avant tout. Même si cela signifiait... Là !» Un cri déchira la nuit. « Dans le hangar !» Paul réagit instantanément, renversant l'étagère pour créer une barrière. « Partez, je vais les distraire. »« Paul, non !» protesta Hélène, mais l'infirmier s'avançait déjà vers la porte. « Allez-y, je vous retrouve au point de rendez-vous. » François tira Hélène par la main, courant vers le fond du terrain. Il savait qu'il y avait un passage vers la rue parallèle par là, réminiscence de ses visites à la fondation dans le passé. Pendant qu'il courait, Hélène continuait de parler, sa voix entrecoupée par la course. « Ton père, il n'est pas le méchant que nous pensions. Il a découvert quelque chose de terrible. Quelque chose qui l'a forcé à faire des choix impossibles. Un coup de feu déchira la nuit, les faisant instinctivement se baisser. D'autres voix se rapprochaient. « Le dossier », haleta Hélène. « Il contient des coordonnées, des numéros de compte, des noms. Mais la preuve finale, la preuve qui peut exposer tout le système, est à Deauville. » Ils atteignirent la rue parallèle où une voiture les attendait. Hélène prit le volant. « Sophie va bien ?» demanda François, tandis que le véhicule accélérait dans la nuit. « Oui, Marie est avec elle. »« Marie, ma sœur, la seule personne en qui j'ai pu avoir confiance toutes ces années. Elle s'est occupée de Sophie quand je devais régler certaines choses. » François regarda en arrière, inquiet pour Paul. Hélène perçut son angoisse. « Il ira bien. Paul est plus que ce qu'il paraît. En fait, il a été mon contact dans la maison depuis que ton père est tombé malade. » Les rues de Paris défilaient comme des taches floues, tandis qu'Hélène conduisait habilement, faisant des virages et des détours pour semer d'éventuels poursuivants. « Nous devons prendre la route avant l'aube, dit-elle. Mais d'abord, tu dois voir ce qu'il y a dans le dossier. Parce qu'une fois que tu sauras la vérité, François, tu devras faire un choix. Et de ce choix dépend non seulement notre avenir, mais celui de beaucoup d'autres personnes. » François ouvrit le dossier d'une main tremblante. La première page était une lettre, écrite à la main par son père. Les premiers mots firent s'arrêter son cœur. « Mon fils,
Si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin découvert la vérité sur ta véritable naissance. La voiture filait sur l'autoroute A13, fendant l'obscurité de l'aube. Hélène gardait les yeux fixés sur la route, laissant à François l'espace dont il avait besoin pour absorber le contenu de la lettre de son père. « Mon fils, si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin découvert la vérité sur ta véritable naissance. L'histoire que tu connais sur tes origines n'est pas entièrement vraie. Tu n'es pas le fils biologique d'Elisabeth et moi. En 1978, j'étais directeur d'un petit hôpital en banlieue parisienne. C'est là que j'ai rencontré une jeune infirmière, Béatrice, qui était arrivée en mutation de Marseille avec un bébé nouveau-né, toi. Elle fuyait une situation compliquée, impliquant des personnes puissantes du gouvernement pendant les années Giscard. Béatrice avait découvert des documents compromettants sur un réseau d'adoption illégale qui impliquait des politiciens et des hommes d'affaires influents. Des enfants étaient séparés de leur vraie famille et livrés à des personnes riches qui payaient des fortunes pour des bébés aux caractéristiques spécifiques. Elisabeth et moi ne pouvions pas avoir d'enfants. Quand Béatrice m'a approché, implorant de l'aide, nous avons conclu un accord. Elle nous a confié ta garde, non pas pour de l'argent, mais pour ta protection. En échange, j'ai gardé les documents qu'elle avait rassemblés, promettant de les utiliser un jour pour faire justice. La fondation Nouveau Matin est née de cette promesse. C'était une façon d'aider d'autres mères et enfants, mais cela servait aussi de façade pour recueillir plus d'informations sur le réseau, qui restait actif même des années plus tard. Quand tu as rencontré Hélène, ce n'était pas une coïncidence. Elle enquêtait sur des cas similaires pour un reportage. Sa perspicacité et sa détermination me rappelaient Béatrice. Mais j'ai alors découvert que le réseau était encore plus vaste, impliquant un réseau international. Les mêmes personnes que Béatrice avait dénoncées occupaient maintenant des postes encore plus importants. J'ai essayé de te protéger en te tenant éloigné d'Hélène et de Sophie. C'était une terrible erreur motivée par la peur. Non pas du scandale ou de la ruine financière, mais de te perdre. Les personnes impliquées n'hésiteraient pas à utiliser ceux que nous aimons comme moyen de pression. Dans le coffre-fort de la maison de Deauville, tu trouveras toute la documentation originale que Béatrice a rassemblée, ainsi que les preuves que j'ai collectées au fil des ans. Tu y trouveras également une lettre qu'elle t'a adressée et qu'elle m'a remise avant de partir. Pardonne-moi, fils, pour tous les mensonges, pour toute la souffrance que j'ai causée à toi, à Hélène et à Sophie. Je pensais protéger notre famille, mais j'ai fini par éloigner les personnes qui comptaient le plus. Avec amour, André. François laissa tomber la lettre sur ses genoux, abasourdi. Hélène tendit la main, serrant doucement la sienne. « Tu savais » demanda-t-il, la voix rauque. « Pas tout. Mais je soupçonnais qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière la fondation. Quand j'ai commencé à enquêter sur les adoptions irrégulières, j'ai trouvé des schémas qui se répétaient sur des décennies. C'est ainsi que j'ai rencontré Marie, ta sœur, qui n'est en réalité pas ma sœur biologique. Elle aussi a été l'une des enfants séparés de sa vraie famille. Quand nous avons découvert le lien avec la fondation, nous avons commencé à travailler ensemble. Le ciel commençait à s'éclaircir à l'horizon. Hélène prit une sortie secondaire, suivant une route moins fréquentée. « C'est pour ça que tu as disparu ?» demanda François. « Pour continuer l'enquête. »« En partie, mais surtout parce que j'ai découvert qu'ils étaient sur le point de nous trouver. Je devais protéger Sophie. Je savais que si je restais proche de toi, il serait plus facile pour eux de nous localiser. » Un téléphone vibra. C'était le portable jetable qu'Hélène portait. Elle le tendit à François. « C'est un message de Paul, » dit-il, lisant l'écran. « Il va bien. Il a réussi à semer les poursuivants et il est en route pour le point de rendez-vous. Paul a toujours été notre ange gardien, » sourit Hélène. « C'est lui qui m'a alerté quand l'état de ton père a commencé à se dégrader. Il m'a aidé à tout planifier. » Et Sophie, comment gère-t-elle tout ça? Elle est plus forte que nous l'imaginons, et plus intelligente aussi. Je pense qu'elle tient ça de toi, cette capacité à s'adapter, à comprendre les choses au-delà de ce qu'on lui dit. Le soleil se levait quand ils aperçurent les premières maisons de Deauville. Hélène suivit des rues résidentielles jusqu'à une zone plus isolée, où des villas luxueuses se cachaient derrière de hauts murs. « C'est là », m'indiqua-t-elle, montrant une construction moderne, partiellement cachée par une végétation bien entretenue. « Sophie nous attend, et avec elle, quoi? La dernière pièce du puzzle. La preuve que ton père et Béatrice ont passé des décennies à rassembler. Quelque chose de si important que des personnes puissantes tueraient pour le garder secret. » Tandis que la voiture remontait l'allée de la maison,
François aperçut une fillette sur la terrasse. Sophie sourit en les voyant, ses yeux, si semblables à ceux d'Hélène, brillant d'anticipation. À ses côtés, une femme plus âgée observait leur arrivée. Ces traits rappelaient quelqu'un que François connaissait très bien. « Béatrice, » murmura Hélène, « ta vraie mère est revenue, François, et elle a beaucoup à te raconter. » Le temps sembla se figer lorsque François descendit de voiture. Béatrice restait sur la terrasse, ses mains agrippant la balustrade avec force, comme si elle avait besoin de se soutenir pour ne pas tomber. Ses cheveux gris encadraient un visage marqué par le temps, mais ses yeux, les mêmes yeux que François voyait chaque matin dans le miroir, brillaient d'une intensité bouleversante. « Mon fils », murmura-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. Sophie, qui était jusque-là aux côtés de Béatrice, dévala les escaliers. « Papa !» cria-t-elle, se jetant dans les bras de François. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Hélène observa la scène les larmes aux yeux, tandis qu'une femme plus jeune, Marie, sortait de la maison pour les accueillir. « Nous devons entrer », alerta Marie, ses yeux attentifs parcourant la rue déserte. Ce n'est pas prudent de rester exposé. À l'intérieur de la maison, la décoration moderne contrastait avec la tension du moment. Béatrice guida tout le monde vers un grand salon avec vue sur la mer. Le bruit des vagues procurait une étrange sensation de calme au milieu de la tempête émotionnelle. « Tu as les yeux de ton père », dit finalement Béatrice, brisant le silence. « Ton père biologique. » François, qui tenait toujours Sophie dans ses bras, s'assit sur le canapé. Qui était-il? Édouard Lambert, un journaliste d'investigation. Il enquêtait sur des allégations d'adoption illégale quand nous nous sommes rencontrés à Marseille. Nous avons découvert que des enfants étaient enlevés à leur famille, principalement dans des communautés pauvres, et vendus à des personnes influentes. « Que lui est-il arrivé ?» demanda François. Béatrice prit une profonde inspiration. Il a disparu quand tu n'avais que 2 mois. Il a laissé une enveloppe avec toutes les preuves qu'il avait rassemblées et un mot me demandant de chercher de l'aide à Paris. C'est ainsi que j'ai rencontré André. Hélène s'assit à côté de François, tandis que Sophie se blottissait entre eux. Marie restait près de la fenêtre, vigilante. La fondation, continua Béatrice, n'était pas seulement une façade pour des opérations financières. C'était une façon pour André de poursuivre l'enquête qu'Édouard avait commencée. Chaque enfant que nous aidions était une opportunité de découvrir plus sur le réseau de trafic d'influence. C'est pour ça que tant de politiciens et d'hommes d'affaires s'y sont impliqués, compléta Hélène. Ils voulaient surveiller de près, s'assurer que rien ne serait découvert. Mais nous avons découvert, dit Marie, se tournant vers le groupe, et maintenant nous avons toutes les preuves. Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, se leva soudainement. « Mamie Béatrice, je peux lui montrer ?» Béatrice acquiesça et la fillette courut dans une autre pièce. Elle revint en portant une vieille boîte en bois. « Ton père, » dit Béatrice. « Édouard a construit cette boîte. Elle a un système d'ouverture spécial. Pendant des années, nous pensions qu'elle était vide jusqu'à ce que Sophie, en jouant avec, découvre le compartiment secret. » François examina la boîte. Elle avait des gravures délicates, dont une qui ressemblait au symbole du collier de Sophie. Le collier, expliqua Hélène, faisait partie de la clé. Édouard a laissé des indices qui ne pouvaient être déchiffrés que lorsque toutes les pièces seraient réunies. Le symbole de la fondation n'a pas été choisi par hasard. Sophie, avec le naturel d'un enfant, prit son collier et l'inséra parfaitement dans un renfoncement de la boîte. Un léger clic révéla un double fond. « Voici !» Béatrice en retira une clé USB et plusieurs microfilms. Tout est là. Des noms, des dates, des documents qui prouvent non seulement les adoptions illégales, mais un réseau de corruption qui s'étend jusqu'à nos jours. Beaucoup d'enfants adoptés illégalement occupent maintenant des positions de pouvoir, sans connaître leur véritable origine. Comme Marie, compléta Hélène. Et comme toi, dit doucement Béatrice. André savait que ce jour viendrait, que tu découvrirais tout. C'est pour cela qu'il a maintenu la fondation en activité même après le scandale, même après le départ d'Hélène. Il essayait de protéger non seulement toi, mais toutes les familles impliquées. Le bruit d'une voiture freinant brusquement dans la rue les alarma. Marie courut à la fenêtre. « C'est Paul », soupira-t-elle, soulagée. « Mais quelque chose ne va pas. Il semble blessé. » Hélène se leva rapidement. « Marie, emmène Sophie dans la pièce sûre. Béatrice, les documents. »« Non », interrompit François, sa voix ferme. « Assez de séparation. Nous affrontons cela ensemble. » Le bruit de pas pressés dans l'escalier extérieur fut suivi de coups urgents à la porte. Paul entra essoufflé, une coupure superficielle sur le front. « Ils arrivent »,
alerta-t-il. Étienne, il a tout révélé. André est... Mon père? François sentit son cœur se serrer. Il s'est réveillé, répondit Paul, et il est en route. Il a dit qu'il était temps d'affronter le passé. Sophie serra la main de François. Je n'ai plus peur, papa. François regarda sa fille, puis Hélène, puis Béatrice, sa vraie famille, enfin réunie. Le bruit d'autres voitures s'approchant résonnait dehors. Moi non plus, répondit-il. Moi non plus. L'arrivée d'André à la maison de plage fut annoncée par le bruit feutré de pneus sur le gravier du jardin. Même affaibli, il refusa toute aide pour monter les escaliers. Son visage, marqué par la fatigue, gardait la dignité caractéristique des Dupont. La rencontre entre lui et Béatrice fut chargée d'émotions contenues. Ils se regardèrent pendant de longues secondes, des décennies de secrets partagés pesant dans l'air entre eux. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit Béatrice, brisant le silence. « Ta santé. »« Ma santé n'a plus d'importance maintenant, » interrompit André. « Il est temps de réparer mes erreurs. » Sophie, qui observait la scène partiellement cachée derrière Hélène, fit un pas en avant. André la regarda avec des yeux embués. « Tu as son sourire, » dit-il doucement, regardant Hélène. « Pardonne-moi. J'aurais dû te permettre de grandir avec tes parents. » François restait tendu, partagé entre la colère accumulée et l'inquiétude pour l'état de son père adoptif. « Pourquoi maintenant, papa? Pourquoi as-tu décidé de venir? » Parce qu'Étienne est en train de rassembler des personnes puissantes en ce moment. Des personnes qui préféreraient nous voir tous éliminés plutôt que de voir leurs secrets révélés. André s'assit lourdement dans un fauteuil. J'ai surveillé ses mouvements grâce à d'anciens contacts. Ils arrivent. Paul, qui montait la garde près de la fenêtre, confirma. D'autres voitures s'approchent par la rue principale. Nous avons moins d'une demi-heure. La boîte, demanda André, tendant sa main tremblante. Sophie la lui apporta. Tu savais pour le compartiment secret? Demanda Hélène. J'ai toujours su. Édouard me l'a montré avant de partir. Mais nous ne pouvions pas l'ouvrir tant que toutes les pièces n'étaient pas réunies. Le collier n'était qu'une partie de la clé. André sortit de sa poche un petit objet métallique, ressemblant à une ancienne pièce de monnaie. Voici l'autre partie. Édouard me l'a laissée, en disant qu'un jour, je saurais quand l'utiliser. Lorsqu'il inséra la pièce à côté du collier dans la boîte, un nouveau compartiment se révéla. À l'intérieur se trouvait un journal. « Le journal d'Édouard », murmura Béatrice, les yeux fixés sur le petit carnet. « Il a tout documenté, chaque détail de l'enquête, y compris les vrais noms des enfants et de leurs familles biologiques », compléta André. « Pas seulement ceux qui ont été adoptés dans le passé, mais un système qui reste actif jusqu'à aujourd'hui. Des politiciens, des juges, des hommes d'affaires, beaucoup ont construit leur famille grâce à ce réseau. » Marie, qui était restée silencieuse jusque-là, s'approcha. « C'est pour ça que vous avez maintenu la fondation en activité même après le scandale? Pour continuer à surveiller ?»« Oui, » répondit André, « mais aussi pour protéger les enfants. Beaucoup d'entre eux, aujourd'hui adultes, ne connaissent pas leurs vraies origines. Tout révéler d'un coup pourrait détruire des familles entières. Mais maintenant nous n'avons plus le choix, dit Hélène. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ces documents. » François prit le journal, feuilletant ses pages jaunies. « Il doit y avoir un moyen d'utiliser ces informations sans causer plus de souffrance. »« Il y en a un, » répondit Béatrice. « Édouard l'avait prévu. À la dernière page du journal, un phare puissant illumina le salon à travers les fenêtres, interrompant la conversation. D'autres voitures se garèrent dehors. « C'est eux !» alerta Paul. « Étienne est avec eux. »« Le coffre-fort !» dit soudainement André. « Dans la cave de cette maison, il y a un coffre-fort qu'Étienne ne connaît pas. Je l'ai fait construire spécialement pour ce moment. » Hélène prit Sophie dans ses bras. « Marie, emmène-la !»« Non !» protesta la fillette. « Je veux rester avec papa et maman. » François serra sa fille contre lui. « Elle reste, fini les séparations. » André se leva avec difficulté. « Béatrice, tu te souviens du plan que nous avions fait, celui que nous pensions ne jamais avoir à utiliser ?» Elle acquiesça, une lueur déterminée dans les yeux. « Le protocole d'urgence. »« Il est temps, » dit André, sortant un vieux téléphone portable de sa poche, « d'activer la dernière défense qu'Édouard nous a laissée pour nous protéger. » Des pas lourds résonnèrent dans l'escalier extérieur. La sonnette retentit, insistante. « François !» appela André, sa voix chargée d'émotion. « Il y a autre chose que tu dois savoir. À propos de ton père, Édouard n'a pas disparu. Il... » Une voix amplifiée coupa la nuit. « André Dupont, nous savons que vous êtes là-dedans. Vous avez 5 minutes pour ouvrir ou nous entrerons de force. » Sophie serra le collier entre ses doigts.
Hélène et François échangèrent un regard, prêts à protéger leur fille à tout prix. Paul prit position stratégiquement près de la porte, tandis que Marie glissait discrètement une arme dans sa ceinture. Béatrice et André échangèrent un dernier regard complice, des décennies de secrets et de promesses silencieuses passant entre eux. « Le moment est venu, » dit André, tapant quelque chose sur le vieux téléphone portable, « d'affronter le passé. » Le vieux téléphone dans les mains d'André émit un bip discret. Sur l'écran, une séquence de chiffres commença à apparaître automatiquement. Édouard était plus qu'un journaliste, expliqua André, ses doigts tremblants suivant les chiffres. Il avait créé un réseau de protection, des personnes stratégiquement placées dans divers secteurs de la société, des personnes qui, comme lui, avaient découvert la vérité et choisi de se battre du bon côté. « Ouvrez maintenant !» La voix d'Étienne résonna plus proche. « Ne rendez pas les choses plus difficiles. » Béatrice s'approcha de François, ses yeux brillants de larmes contenues. « Ton père n'a pas disparu, mon fils. Il a choisi de devenir invisible pour nous protéger tous, pour construire un réseau de sécurité qui un jour nous protégerait. Il est vivant ?» La voix de François faiblit. « Oui, » répondit André, « et plus proche que tu ne l'imagines. » Paul, qui restait en vigilance, se redressa soudainement. Son visage habituellement serein montrait une émotion profonde. « Pendant toutes ces années, dit-il, sa voix différente de d'habitude, j'ai veillé sur toi de loin, fils. En tant qu'infirmier d'André, j'ai pu rester proche, assurer ta sécurité, même si je ne pouvais pas révéler qui j'étais vraiment. » François chancela, s'appuyant sur Hélène. « Paul, tu es... » « Oui. » Paul sourit, retirant délicatement des lentilles de contact et une prothèse discrète qui modifiait subtilement ses traits. « Je suis Édouard Lambert, ton père. » Sophie, qui observait tout avec des yeux écarquillés, murmura « Alors, tu es mon grand-père ?» Un fracas à la porte principale interrompit le moment. Étienne et ses hommes commençaient à forcer l'entrée. « Le protocole d'urgence, » reprit rapidement Édouard Paul. « Ce n'est pas seulement un système de défense. C'est un réseau de personnes qui ont attendu des décennies pour ce moment. Des journalistes, des policiers, des procureurs, tous prêts à recevoir et à divulguer simultanément les preuves que nous avons rassemblées. » André acquiesça, montrant l'écran du téléphone où un compte à rebours avait commencé. Dans 15 minutes, tout le contenu du journal et des documents sera automatiquement transmis à des centaines de personnes. Il n'y a plus moyen d'arrêter le processus maintenant. « Mais les familles ?» commença Hélène. « Nous y avons pensé, » répondit Édouard. « Le matériel a été préparé pour protéger l'identité des enfants adoptés. L'accent est mis sur les criminels, sur les autorités corrompues qui ont permis que cela se produise. » Une voix féminine résonna de l'extérieur. « Étienne, c'est la commissaire Martha. Écartez vos hommes immédiatement. » La police judiciaire prend le contrôle de l'opération. Marie sourit, rangeant son arme. Martha est l'une des nôtres. Elle fait partie du réseau d'Édouard. Le bruit de sirènes et d'hélicoptères commença à remplir l'air. À l'extérieur, on pouvait entendre l'agitation confuse des hommes d'Étienne. « C'est fini ?» demanda Sophie, tenant toujours fermement le collier. « Presque, » répondit Édouard, embrassant sa petite fille pour la première fois. « Nous devons encore protéger certaines personnes, les aider à comprendre la vérité sur leur passé. Mais maintenant, nous pouvons le faire en famille. » Hélène et François s'approchèrent, enveloppant Sophie et Édouard dans leur étreinte. Béatrice et André observèrent la scène, leurs propres mains entrelacées dans un geste de réconciliation et de compréhension mutuelle. « Il y a autre chose, » dit André, sortant une enveloppe de sa poche. « Édouard me l'a donnée il y a longtemps, pour te la remettre quand le moment serait venu. » François ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une vieille photo. Édouard, beaucoup plus jeune, tenant un bébé. Au verso, un simple message. « Pour mon fils François, l'amour trouve son chemin, même à travers les ombres. » La porte d'entrée s'ouvrit enfin. Mais au lieu d'intrus, c'était la commissaire Martha qui entrait accompagnée de son équipe. « Étienne est en détention, » annonça-t-elle. « Et vous êtes en sécurité maintenant. » Édouard regarda l'horloge. Il restait 5 minutes avant la divulgation des documents. 5 minutes avant que 2 décennies de secrets ne soient révélées, non plus comme une menace, mais comme un instrument de justice. « Hélène, » appela-t-il doucement, « il y a quelque chose que tu dois savoir aussi. À propos de ta propre famille. » Édouard conduisit Hélène vers un fauteuil, tandis que la commissaire Martha coordonnait son équipe à l'extérieur. Le bruit des sirènes avait diminué,
mais des lumières rouges et bleues dansaient encore à travers les fenêtres de la maison de plage. Quand j'ai commencé à enquêter sur les adoptions illégales, commença Édouard, une des premières pistes que j'ai trouvées concernait une petite fille née en 1980 dans un petit hôpital de Provence. Sa mère était une professeure d'université qui avait découvert des documents compromettants sur des détournements de fonds dans la faculté où elle travaillait. Hélène sentit son cœur s'accélérer. « Ma mère, elle était professeure en Provence. »« Oui, confirma Édouard, Marguerite Leroy. Elle n'a pas eu d'accident comme on te l'a raconté, Hélène. Elle a été forcée de quitter le pays après avoir dénoncé le système. Mais avant de partir, elle t'a confié aux soins de sa meilleure amie. »« Tante Claire, murmura Hélène. »« La femme qui m'a élevée. »« Claire était plus que ta tante adoptive, interrompit André. Elle faisait partie de notre réseau de protection. C'est elle qui m'a alerté à ton sujet des années plus tard, quand tu as commencé à enquêter sur la fondation. » Sophie, qui écoutait tout attentivement, s'approcha de sa mère. « Alors mon autre grand-mère est aussi vivante. » Édouard sourit. « Oui, Marguerite vit au Portugal depuis plus de 30 ans, protégée par des personnes qui travaillent avec nous. Et maintenant, enfin, elle peut revenir. » Hélène couvrit son visage de ses mains, des larmes coulant entre ses doigts. François la serra dans ses bras, tandis que Sophie tenait sa main. « Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ?» demanda Hélène. « Pour la même raison que j'ai gardé mon identité secrète, » répondit Édouard. « Moins tu en savais, plus tu étais en sécurité. Mais ta mère n'a jamais cessé de t'observer de loin. Chacune de tes réussites, chaque moment important. »« Le collier, » interrompit soudainement Sophie. « Ce n'était pas seulement celui de la fondation, n'est-ce pas ?» Béatrice sourit. « Non, le symbole de l'arbre. C'était le même que Marguerite portait sur un pendentif. Édouard a adapté le design pour la fondation, le transformant en notre marque. Marie, qui surveillait son ordinateur portable, annonça 30 secondes avant la divulgation des documents. La tension dans la pièce augmenta. Des décennies de secrets étaient sur le point d'être révélés, changeant pour toujours le paysage politique et social du pays. « Hélène, » appela Édouard, « ta mère est à l'aéroport en ce moment, dans un vol en provenance de Lisbonne. Dans quelques heures, vous pourrez vous retrouver. » Un bip aigu retentit. Le compte à rebours était terminé. Sur l'ordinateur portable de Marie, des dizaines de notifications commencèrent à apparaître. « C'est fait, » dit-elle. « Les documents sont en train d'être divulgués simultanément par des journalistes dans tout le pays. Et ça commence. Les premiers articles sont déjà en ligne. » André alluma la télévision. Les chaînes d'information interrompaient déjà leur programmation normale pour diffuser les premières informations sur le scandale. « Ça va être une longue nuit, » commenta la commissaire Martha, revenant dans le salon. « Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. La maison est sécurisée et nous avons des équipes qui protègent de tous ceux impliqués dans l'opération. » François observa sa famille réunie. Hélène, Sophie, Édouard, Béatrice, André. Chacun portait une partie de cette histoire incroyable, de cette toile de secret et de protection qui se révélait enfin. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Sophie, ses yeux curieux parcourant les visages des adultes. « Maintenant, » répondit Édouard, embrassant sa petite fille, « nous commençons à reconstruire, pas seulement notre famille, mais toutes les autres qui ont été affectées par cette histoire. » Hélène essuya ses larmes. « Comment allons-nous retrouver toutes ces personnes? Comment allons-nous expliquer? Nous avons déjà une équipe préparée pour cela, » expliqua Marie. « Des psychologues, des travailleurs sociaux, des conseillers, des personnes qui comprennent la délicatesse de la situation. » André se leva avec difficulté. « Il y a encore une chose que vous devez voir. Dans le coffre-fort de la cave, il y a quelque chose qu'Édouard a laissé pour ce moment précis. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda François. « Un message, » répondit Édouard. « Pas seulement pour notre famille, mais pour toutes les autres qui seront affectées par ces révélations. Un message d'espoir. » Alors qu'il descendait à la cave, le soleil commençait à se lever à l'horizon, ses premiers rayons se reflétant sur la mer calme de la plage. Un nouveau jour commençait, un jour de vérité, de réconciliation et surtout de nouveaux départs. 6 mois s'étaient écoulés depuis le matin où la vérité avait éclaté. L'ancienne demeure des Dupont, autrefois silencieuse et sombre, débordait maintenant de vie et de voix. Dans le jardin, décoré de fleurs colorées et de rubans, une célébration intime réunissait ceux qui avaient partagé l'une des histoires les plus extraordinaires de leur vie. Sophie, vêtue d'une robe bleu clair et portant son collier inséparable, courait parmi les invités avec d'autres enfants.
des enfants de famille qui, comme la sienne, avaient été reconnectés grâce au travail inlassable de l'équipe de Marie. « Elle te ressemble de plus en plus chaque jour », commenta Marguerite, la mère d'Hélène, observant sa petite-fille jouer. Après 3 décennies au Portugal, son accent portait une légère touche lusitanienne, mais ses yeux verts, les mêmes qu'Hélène et Sophie, brillaient de la vivacité française. Hélène sourit, serrant la main de sa mère. Les derniers mois avaient été consacrés aux retrouvailles, à de longues conversations sur le passé et à des projets pour l'avenir. La Fondation Nouveau Matin, désormais sous une nouvelle direction et avec un nouveau but, s'était transformée en un centre de soutien pour les familles touchées par les révélations. François s'approcha du groupe, poussant André dans son fauteuil roulant. L'ancien patriarche, bien que plus fragile physiquement, avait un regard renouvelé. « Édouard est prêt à commencer », annonça François. Au centre du jardin, une petite estrade avait été installée. Édouard, qui n'était plus déguisé en Paul, monta les marches avec Sophie à ses côtés. La fillette portait une boîte en bois, la même qui avait gardé tant de secrets pendant si longtemps. « Il y a 30 ans, commença Édouard, sa voix forte atteignant tous les présents. Nous avons entamé un voyage à la recherche de justice. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la vérité révélée, mais surtout l'amour qui a survécu à toutes les tentatives de l'étouffer. » Sophie ouvrit la boîte en sortant un nouveau lot de colliers, chacun portant le symbole de l'arbre et des rayons de soleil. « Ces symboles, poursuivit Édouard, ne représentent plus des secrets ou la séparation. À partir d'aujourd'hui, ils sont un rappel que la vérité, comme un arbre, a des racines profondes et des branches qui atteignent le ciel. Chaque personne ici fait partie de cette histoire. » Un par un, les présents furent appelés pour recevoir leur collier. Des familles réunies, des parents et des enfants reconnectés, des personnes qui avaient consacré leur vie à protéger la vérité. Chacun avait sa propre histoire de perte et de retrouvailles. Béatrice, qui aidait à distribuer les colliers, s'arrêta devant André. « Merci, dit-elle simplement, d'avoir tenu ta promesse. » L'ancien avocat Étienne, qui après avoir collaboré aux enquêtes avait choisi la voie de la rédemption, était présent avec sa famille. Sa fille adolescente, également issue d'une adoption irrégulière, trouvait réconfort et compréhension dans le groupe de soutien coordonné par Marie. « Le plus important, dit Hélène, prenant le microphone, c'est qu'aucun enfant n'aura plus besoin de grandir sans connaître sa véritable histoire. La Fondation existe maintenant pour garantir cela. » François observa sa famille réunie. Hélène, Sophie, Édouard, Béatrice, Marguerite, André. Chacun avait apporté une partie essentielle à cette histoire de rédemption et de nouveau départ. « Papa !» appela Sophie, courant vers François avec une enveloppe dans les mains. « J'ai trouvé ça dans la boîte, c'est pour toi. » C'était une lettre, écrite par Édouard des décennies auparavant. « Mon fils, quand tu liras ceci, j'espère que tu seras entouré d'amour, le genre d'amour qui transcende le sang et les papiers, qui survit aux secrets et aux séparations. Tu as grandi pour devenir l'homme que j'ai toujours su que tu serais, intègre, courageux, capable d'affronter la vérité sans perdre la capacité de pardonner. Ta fille, Sophie, porte dans son nom le sens de tout ce pourquoi nous nous sommes battus, la sagesse. Qu'elle grandisse en sachant que son histoire, bien que marquée par des séparations, est avant tout une histoire d'amour et de courage. Avec un amour éternel, ton père, Édouard. » Sophie prit la main de François, le conduisant là où Hélène, Édouard et les autres les attendaient. Le soleil de l'après-midi baignait le jardin d'une lumière dorée, se reflétant sur les colliers que tous portèrent maintenant. « Tu sais, papa, dit Sophie, ses yeux brillants de la sagesse propre aux enfants, je crois que nous avons maintenant la plus grande famille du monde. » François serra sa fille dans ses bras, regardant tous ceux qui les entouraient, pas seulement la famille de sang, mais des personnes unies par une histoire extraordinaire d'amour, de vérité et de rédemption. « Oui, ma chérie, répondit-il, et c'est la plus grande richesse que nous pourrions avoir. » Dans le ciel, un arc-en-ciel se forma, comme si la nature voulait aussi célébrer ce moment de renouveau. L'ancienne demeure des Dupont, autrefois un lieu de secret et d'ombre, était maintenant un foyer au vrai sens du terme, un endroit où la vérité et l'amour pouvaient enfin s'épanouir librement. Et ainsi, sous le symbole de l'arbre et des rayons de soleil, une nouvelle histoire commençait à s'écrire, non plus dans l'ombre, mais dans la lumière de la vérité et de l'amour qui, comme Édouard l'avait toujours su, trouve son chemin même à travers les plus épaisses obscurités.